Vous et votre partenaire avez 80 000 sur des comptes séparés. L'industrie financière prie pour que vous ne les fusionniez jamais. Il existe ici un mécanisme caché que la plupart des couples ignorent, et il vous coûte discrètement une véritable richesse chaque année. Imaginez deux couples, même ville, mêmes emplois, un revenu combiné de 140 000 par an. Même loyer, mêmes habitudes. La seule différence? Le couple A met chaque dollar en commun dans un seul bilan partagé, entièrement fusionné dès le premier jour. Le couple B garde tout séparé, son compte à lui, son compte à elle, et une petite carte commune, juste pour les courses. 20 ans plus tard, un ménage est environ 40% plus riche. Même revenu, même point de départ. Pourquoi cet écart? Voilà la vérité. Depuis 10 ans, chaque influenceur, finance et invité de podcast prêche le même évangile. Garde ton argent à part. Protège-toi. Reste indépendante. Ne perds pas ton identité dans une relation. Protège tes comptes. Et honnêtement, en apparence, ça sonne moderne, ça sonne intelligent. Ça sonne comme un conseil mûr, plein d'amour-propre. Mais la plupart des gens ne réalisent pas d'où vient réellement ce conseil. Pas de conseiller financier, pas de données fiscales, pas d'études sur la fortune. Cela vient de la peur. La peur du divorce, d'être piégé, de se réveiller un jour sans rien qui soit à toi. Et ces peurs sont réelles. Je ne les écarte pas. Mais la peur est un piètre comptable. Elle dresse des murs. La peur construit des structures défensives, pas des structures prospères. Envie de décisions financières plus avisées? Abonne-toi à Andy Explains Money dès aujourd'hui. Ensuite, ajoutez les réseaux sociaux. Chaque reel glorifie la femme qui gagne bien sa vie, avec son propre compte de courtage secret. Chaque fil de discussion célèbre l'homme qui cache des investissements parallèles à sa femme. On a transformé le secret en respect de soi. On a appelé tout ça de l'émancipation. Mais voilà le truc, les données ne sont pas d'accord, pas du tout. Les chiffres disent l'inverse. Des chercheurs de Cornell, avec l'économiste comportemental Joe Gladstone, ont mené l'une des études les plus rigoureuses dont nous disposons sur le sujet. Ils ont suivi des centaines de couples pendant des années, observant leurs dépenses, leur épargne et la satisfaction relationnelle qu'ils déclaraient eux-mêmes tout au long de l'étude. Ensuite, ils ont comparé les couples qui fusionnaient entièrement leurs comptes à ceux qui gardaient tout complètement séparé l'un de l'autre. Le résultat fut embarrassant pour l'industrie moderne du conseil. Les couples ayant fusionné leurs finances déclaraient une meilleure qualité de relation et épargnaient davantage. Ils dépensaient moins impulsivement, se disputaient moins à propos de l'argent et bâtissaient discrètement un patrimoine nettement plus important au fil du temps. La chercheuse Emily Garbinski et ses co-auteurs ont observé le même schéma. Les comptes joints prédisaient un alignement plus fort des objectifs et des dépenses communes. La plupart des gens ne se rendent pas compte que la culture du Venmo à deux comptes laisse discrètement filer de l'argent, à travers ce que les économistes appellent la fuite discrétionnaire. Chaque abonnement en double, chaque achat impulsif parallèle, chaque police d'assurance qui se chevauche, chaque frais de courtage redondant, la mort par 1000 prélèvements. L'investisseur moyen perd du terrain à cause des frais et du mauvais timing. Imaginez maintenant deux d'entre eux sous le même toit. Ce n'est pas de l'indépendance, c'est une taxe de duplication. Mais pourquoi la mutualisation fait-elle littéralement tourner la planche à billets? Décortiquons ça. Quand deux personnes ne forment plus qu'un seul bilan, il se passe quelque chose de discret et de puissant. Vous cessez d'optimiser deux portefeuilles. Tu commences par en optimiser un seul. Une seule cible d'optimisation est toujours plus efficace que deux objectifs concurrents en conflit. Commencez par les impôts. Le code fiscal américain est conçu autour des foyers, pas des individus. La coordination ouvre des possibilités que les célibataires manquent. Un couple marié déclarant conjointement peut effectuer des manœuvres qu'un couple aux finances séparées n'envisage souvent même pas d'utiliser. Le conjoint qui gagne le moins peut alimenter un IRA conjugal, même s'il a très peu travaillé cette année-là. Ce simple geste peut ajouter des centaines de milliers à votre retraite au cours d'une carrière, mais seulement avec de la coordination. Quand les comptes sont séparés et que parler d'argent met mal à l'aise, l'IRA pour conjoint finit discrètement par ne jamais être alimenté.
Les tranches d'imposition récompensent aussi la coordination. Des conversions Roth stratégiques. La récolte des pertes sur les deux portefeuilles. Un placement intelligent des actifs entre conjoints. Le cumul des comptes d'épargne santé. Rien de tout cela ne fonctionne si vous traitez votre mariage comme deux colocataires qui partagent un loyer. Ensuite, il y a les frais. La plupart des courtiers et des banques imposent des minimums. Les comptes communs franchissent ces seuils bien plus rapidement à deux. Vous débloquez des paliers sans frais, des seuils de banque privée, des relations avec des conseillers qui ne s'ouvrent qu'au-delà d'un certain montant en dollars. Deux petites piles sont taxées comme deux petites piles. Une pile plus grosse est traitée comme du vrai argent. Les intérêts composés sur une base plus large, c'est simplement mathématique. Une base plus grande au même taux l'emporte chaque année, sans exception. Et puis, il y a la psychologie, qui est honnêtement le plus grand levier de tous. Les objectifs partagés l'emportent sur les objectifs parallèles. Toujours. Quand deux personnes fixent le même chiffre sur le même écran, elles prennent des décisions différentes que séparément. La progression du train de vie ralentit. Les achats impulsifs ralentissent. Les grosses dépenses se discutent au lieu d'être imposées. Vous arrêtez de rivaliser, vous commencez à vous coordonner. Et la coordination est le véritable moteur de la richesse du foyer. Maintenant, voici où la plupart des couples se sabotent eux-mêmes. La vérité, c'est que lorsqu'un couple dit « séparer », il ne le pense presque jamais de façon nette et mathématique. Ils veulent dire « caché », ils veulent dire « opaque ». Je ne sais pas ce que tu dépenses. Et tous les deux, on espère discrètement que personne ne posera la question. Il existe un terme pour cela dans la recherche. On appelle ça l'infidélité financière. Et c'est absolument partout aujourd'hui. Les enquêtes le confirment année après année. Entre 30 et 40 % des adultes en couple admettent cacher de l'argent. Cacher un achat, une dette, un compte ou une partie de ses revenus à son partenaire. 40 % aujourd'hui. Ce n'est pas un comportement marginal, c'est un schéma culturel de référence. Et voici maintenant la partie la plus brutale. L'infidélité financière en moyenne détruit plus de richesses au sein du foyer que l'infidélité amoureuse ne le fera jamais, sur le long terme et en chiffres réels. Une liaison blesse le cœur, un solde de carte de crédit caché ravage les finances pendant des décennies. Le compromis classique, le tien, le mien et le nôtre, semble raisonnable. Son salaire à lui va sur son compte, le sien va sur le sien. Tous les deux virent un montant fixe sur un compte commun pour les dépenses mensuelles partagées. Chacun garde son indépendance, chacun se sent respecté. Sur le papier, c'est élégant. En réalité, ce sont 3 fuites au lieu d'une. 3 séries de frais, 3 séries de décisions. 3 endroits pour se cacher. 3 endroits pour oublier silencieusement de l'argent. 3 domaines où la capitalisation n'arrive jamais à jouer son vrai rôle parce que le capital est aujourd'hui trop fragmenté. Et voilà ce que personne n'ose dire à voix haute. Beaucoup de couples avec des comptes séparés ne protègent pas vraiment leur indépendance. Ils la jouent. C'est du théâtre d'indépendance. Ça paraît fort de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça cache souvent de l'anxiété, méfiance, une conviction silencieuse que cette relation pourrait ne pas durer, alors préparons la sortie à l'avance. Ce n'est pas de la vraie richesse, ce n'est pas non plus une véritable indépendance. C'est un comportement qui ressemble à la richesse, mais qui empêche silencieusement la vraie richesse de se constituer un jour. La vraie richesse contre l'apparence de la richesse. Cette distinction compte partout en finance, mais elle compte encore plus au sein d'un mariage, parce que le couple qui semble le plus indépendant financièrement sur Instagram est souvent celui qui perd le plus d'argent en privé. Projetons cela 20 ans dans le futur, ça devient brutal. Laissez-moi vous présenter 2 personnages, Pat le mutualisé et Sam le séparé. Même revenu combiné du foyer, 12 000 $ par mois après impôt. Même loyer, même style de vie, mêmes enfants, mêmes vacances. Tout est identique, sauf leur façon de gérer leur argent. Le foyer de Pat le mutualiste met tout dans un système entièrement partagé. Un compte courant, un compte d'épargne, 2 comptes de retraite, car le fisc exige une détention individuelle, le tout financé à partir d'un seul plan.
Ils s'assoient une fois par mois pendant 20 minutes, regardent un seul chiffre de patrimoine net et décident ensemble. Ils investissent 2 000 $ chaque mois dans des fonds indiciels à faible frais. Ils versent le maximum sur l'IRA conjoint, même pendant le congé parental. Ils ne dupliquent jamais un abonnement, ne paient jamais 2 fois une assurance et négocient chaque gros achat ensemble comme une seule entité. Sur le papier, Sam et son partenaire semblent identiques. Même revenu, même volonté d'épargner, même avenir. Mais leurs 2 000 par mois se répartissent entre son compte de courtage à lui, son compte de courtage à elle, sa retraite à lui, sa retraite à elle et 2 fonds d'urgence. Banques différentes, plateformes différentes, frais différents, allocations différentes. Rien de coordonné, rien de partagé, rien de visible pour aucun des 2 partenaires. Un associé reste en liquidité parce qu'il a peur, l'autre est suroptimiste, surexposé. Discrètement, ils s'annulent l'un l'autre. Ils n'ont jamais alimenté l'IRA conjoint parce que celui qui gagnait le moins se sentait mal à l'aise de le demander. Un petit moment, mais une énorme conséquence avec les intérêts composés. Chacun a un abonnement de streaming dont l'autre ignore l'existence, ainsi que des cartes de crédit avec de discrets soldes récurrents. Faites maintenant évoluer ces 2 foyers avec un rendement annuel réaliste de 7%. 20 ans. Même taux d'épargne brute. Le couple qui met ses revenus en commun se retrouve avec environ 180 000 $ de plus, rien que grâce à la coordination. Pas en gagnant plus, pas en étant plus intelligent, pas en choisissant de meilleures actions, juste en tenant un bilan. Avant même de compter l'IRA conjoint oublié, cette seule erreur, cumulée sur toute une carrière, creuse un trou à 6 chiffres. La plupart des gens ignorent que la taxe de duplication est bien réelle. Elle n'apparaît jamais sur un relevé, aucune ligne dédiée. Il apparaît à 60 comme un chiffre plus petit que prévu. Et nous n'avons pas encore abordé le mythe du divorce. Voilà où les conseils modernes s'effondrent vraiment. Le fondement émotionnel des comptes séparés, c'est « et si on se sépare ? Et si ça se termine ? Je dois me protéger. » Ça paraît raisonnable. Ça paraît adulte. Ça ressemble au choix prudent, à la décision d'une grande personne. Voilà la vérité. Les données sur le divorce et la structure des comptes racontent presque l'inverse de ce que la plupart imaginent. Les couples qui partagent entièrement leurs finances rapportent en réalité une plus grande stabilité relationnelle au fil du temps. Et la transparence elle-même agit comme un stabilisateur. Quand les 2 partenaires voient chaque transaction et chaque salaire, le ressentiment n'a nulle part où se cacher. Et le ressentiment tue les mariages. Les comptes séparés, en revanche, sont liés à davantage de conflits financiers, à plus de secrets gardés et à un ressentiment qui couve lentement autour de qui paie quoi. Des comptes séparés ne garantissent pas la protection. Ils créent des frictions. Et le chiffre marquant de cette étude est vraiment frappant. Les couples qui fusionnent entièrement leurs finances accumulent environ 30% de patrimoine net en plus au cours de mariage, comparé à ceux qui ne le font pas. 30%, ce n'est pas une simple erreur d'arrondi. C'est une autre retraite, une autre maison, un autre ensemble de choix. Parlons du coût caché de l'équité. Beaucoup de couples partagent les factures 50-50 parce que ça semble juste et moderne. Mais 50-50 n'est juste que lorsque les revenus sont équivalents. Si l'un gagne 60 000 et l'autre 120 000, le calcul ne tient plus. Partager le loyer en 2 pénalise discrètement celui qui gagne le moins. Il épargne moins, investit moins et s'épuise plus vite. La vraie équité dans un couple, ce n'est pas 50-50, c'est proportionnel. Chacun contribue le même pourcentage de ses revenus. Ce calcul est presque impossible à faire honnêtement sans compte fusionné et une visibilité totale sur les vrais chiffres du foyer. Alors, comment fusionner réellement vos finances sans vous perdre vous-même? Parce que c'est ça la vraie question, n'est-ce pas? Tu entends tout ça et une partie de toi se crispe encore. Tu ne veux pas disparaître dans un compte joint. Tu n'as pas envie de demander la permission pour t'acheter un café. Tu n'as pas envie de te sentir surveillé en permanence. C'est tout à fait légitime. Laisse-moi t'expliquer le modèle qui fonctionne vraiment. Je l'appelle le modèle d'argent du ménage 95-5.
95% de l'argent du foyer se trouve dans le système commun. Un compte courant, un compte épargne, un tableau de bord d'investissement partagé. Un seul plan de retraite, un seul fonds d'urgence commun. C'est ça le moteur. C'est ça votre base de capitalisation. C'est là que se joue l'optimisation. Ensuite, chaque partenaire reçoit un petit compte personnel, environ 5% des revenus du ménage, parfois moins, ce qui semble juste. Cet argent, c'est sans aucune question. Tu veux un gadget débile? Très bien. Faire une surprise à ton partenaire avec un cadeau? Très bien aussi. Tu veux l'envoyer à ta mère? D'accord. Aucun suivi, aucune justification, aucune conversation. C'est tout l'intérêt. Ces 5% rachètent la dignité, l'autonomie et la marge de respiration que les gens recherchent vraiment lorsqu'ils veulent des comptes séparés. 95% capitalisés. 5% protégés. Voilà toute la structure, simple, claire et étonnamment puissante. Ensuite, ajoute le rituel. Une fois par mois, 20 minutes, le café sur la table, le téléphone en mode ne pas déranger, vous ouvrez le tableau de bord ensemble, vous regardez le patrimoine net, vous regardez les dépenses, vous regardez le taux d'épargne, tu ne discutes pas, tu n'accuses pas, tu regardes, simplement, à voix haute, ensemble. On appelle ça le rendez-vous financier. Les couples qui font cela régulièrement finissent plus riches que ceux qui ne le font pas. Pas d'un peu, de beaucoup. Utilisez un tableau de bord partagé, n'importe quelle application fera l'affaire. Les deux partenaires se connectent. Les deux partenaires voient un seul et même chiffre de patrimoine net à l'écran. Ce chiffre devient le battement de cœur du foyer. Quand il monte, vous le ressentez tous les deux. Quand il stagne, vous le ressentez ensemble aussi. Vous êtes désormais dans la même équipe, à regarder le même tableau de bord. Prochaine étape, contribuer proportionnellement. Celui qui gagne le plus contribue davantage, en pourcentage, pas en dollars. C'est ainsi que l'on neutralise l'asymétrie des revenus sans que personne ne se sente discrètement comme le partenaire junior de la relation. Voici un petit geste aux effets disproportionnés. Rédigez ensemble le document d'une page sur vos valeurs en matière d'argent. Imprimez-le. Affichez-le quelque part de bien visible. Que représente l'argent pour nous? Pourquoi épargnons-nous? Qu'est-ce qui relève du luxe ou du nécessaire? Quelle est la limite d'endettement à ne jamais franchir? Ce simple bout de papier règle plus de disputes futures que n'importe quel avocat spécialisé en contrat de mariage. Les décisions financières les plus avisées commencent par une bonne structure. Pas la discipline, pas la volonté, pas une appli de budget. C'est la structure qui fait le travail. Un dernier mythe garde les couples bloqués. Éliminons-le. Mais si on divorce? Cette phrase empêche plus de couples de fusionner leurs finances que n'importe quoi d'autre. Alors soyons honnêtes là-dessus. Voilà ce que personne ne vous dit. Les tribunaux se moquent du nom du compte ou de la personne qui figure dessus. Dans presque tous les États, les biens acquis pendant le mariage sont considérés comme des biens matrimoniaux, peu importe le nom qui figure sur le compte. Des comptes séparés ne vous protègent pas d'un règlement de divorce. Ils vous protègent seulement de la connaissance qu'en a votre partenaire. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui vous protège vraiment dans un mariage, ce n'est pas la séparation. C'est la transparence, la documentation, une compréhension partagée de ce qui entre et de ce qui sort. Les couples transparents trouvent un accord plus vite, à moindre coût, avec moins de conflits. Les couples au compte caché passent des années et dépensent des dizaines de milliers à démêler ce qui a été délibérément embrouillé. Vraiment inquiet pour un héritage, une entreprise que vous avez bâtie avant la relation ou un bien familial. C'est un problème de contrat de mariage, pas un problème de compte séparé. Utilisez le bon outil. Ne sabotez pas tout l'équilibre financier de votre foyer pour résoudre un problème qu'un seul document juridique peut régler proprement et définitivement. Dans la prochaine vidéo, on décortique les contrats de mariage qui font vraiment fructifier le patrimoine. Et oui, un contrat de mariage peut renforcer le couple, pas le fragiliser. À très bientôt. Avant de partir, un dernier geste financier plus malin. Ce soir, asseyez-vous avec votre partenaire. Ne proposez pas de tout fusionner. Ne réorganisez pas tout le système ce soir. Ouvrez simplement un document ensemble. Notez chaque compte que l'un ou l'autre possède, chaque solde, chaque dette, chaque abonnement récurrent. Voyez-le, tout simplement. Une page, une image,
une réalité partagée. Ce simple document est le premier vrai pas vers un véritable foyer à bilan unique, ensemble. La plupart des couples n'ont jamais vu cette image de toute leur relation. La vue elle-même change les comportements. Vous ressentirez sincèrement le changement en une semaine. Si cela a changé ta façon de voir l'argent du foyer, fais-moi une faveur. Abonne-toi à Andy Explains Money. Cette chaîne existe pour vous aider à prendre des décisions financières plus intelligentes avec la personne avec qui vous partagez vraiment votre vie, pas juste le tableur que tu fixes tout seul. Dans la prochaine vidéo, on décortique le contrat de mariage qui bâtit du patrimoine, plus un système de trésorerie qui fait discrètement le gros du travail